Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation des résultats du projet ICIBA pour intérêt des cultures innovantes de blé associé. Donc, je suis Céline Servec, chargée de mission biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. J'ai animé le projet ICIBA et j'ai à mes côtés les partenaires techniques du projet, donc les chambres d'agriculture de l'Indre et du Loiret, le laboratoire d'éco-entomologie, la FDGEDA du Cher, la Société coopérative d'Eure-et-Loire, Fredon Centre-Val de Loire et l'Institut Agro. Le projet ICIBA s'est déroulé sur 3 ans, de 2020 à 2023. Il était lauréat de l'appel à projet Expérimentation 2020 de France Agrimaire, bénéficiant de fonds CASDAR du ministère de l'Agriculture. Et donc ICIBA a porté sur l'expérimentation de cultures de blé associées à des plants de campagne pour limiter des ravageurs d'automne. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire et de présenter les objectifs initiaux, puis je laisserai la parole aux partenaires pour vous présenter les résultats. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, un point sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc les caméras et micros des participants restent éteints. Vous pouvez en revanche, et vous êtes même incité à poser vos questions via le chat, alors en privilégiant Q&R, c'est-à-dire ces questions et réponses que vous normalement pouvez trouver à droite de conversation dans votre barre des tâches. Mais si jamais vous ne trouvez pas ce bouton Q&R, vous pouvez toujours poser vos questions dans la conversation. Et puis, on essaiera de répondre à vos questions lors de 2 séquences de réponses aux questions, en milieu de webinaire vers 10h45 et en fin de webinaire vers 11h40. Et ce webinaire est enregistré afin de disposer d'un replay. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc la problématique initiale de notre projet ICIBA, c'est qu'on est dans un contexte où il y a des dégâts de virose, de jaunisse nanisante de l'orge et de maladies des pieds chétifs qui peuvent être importants sur céréales selon les années et qui sont véhiculés par des ravageurs d'automne, donc les pucerons qui véhiculent la jaunisse nanisante de l'orge, les cicadelles qui véhiculent la maladie des pieds chétifs. Et la perte de rendement liée à la JNO peut atteindre 40 quintaux par hectare en cas de forte attaque de pucerons virulifères sur blé, avec un seuil d'intervention de 10% de plantes portant au moins un puceron ou la présence de pucerons au moins 10 jours dans la parcelle. Et puis la maladie des pieds chétifs peut entraîner des pertes de rendement de plus de 70% sur blé. Parallèlement à ça, il y a eu l'interdiction des néonicotinoïdes sur céréales en septembre 2018. Et à partir de là, la lutte chimique repose sur des interventions insecticides en végétation, avec une durée d'efficacité limitée, et donc ce qui suppose des répétitions de traitement en cas de présence de ravageurs, selon les années, selon la météo également. Donc notre problématique, c'est de trouver des méthodes de lutte alternatives pour lutter contre ces ravageurs d'automne du blé. Pour cela, donc, l'objectif du projet a consisté à évaluer l'intérêt d'associer le blé à des plantes de campagne à l'automne pour limiter les pucerons, les cicadelles et les dégâts de virose. Donc, on est parti de l'hypothèse que l'association à des plantes de campagne pourrait perturber ces ravageurs par perturbation olfactive, barrière physique ou visuelle, et ou favoriser leur régulation par leurs ennemis naturels. Donc, par exemple, les hyménoptères parasitoïdes, les coccinelles, les cirfes, les chrysopes, les carabes, les araignées, ces derniers étant aussi des prédateurs généralistes. Et puis, donc, favoriser ces auxiliaires en leur apportant de la ressource à l'automne. Et on est aussi parti du constat que peu de références existent sur le sujet. On a des résultats qui existent sur colza associé à des légumineuses, où on voit notamment un effet sur la réduction des dégâts de grosse altise ou de charançon du bourgeon terminal, ou sur l'augmentation du taux de parasitisme du puceron cendré sur colza. Mais il y a moins de travaux menés sur blé par rapport aux ravageurs d'automne, spécifiquement par rapport aux ravageurs d'automne. Et les travaux existants sur blé portent plutôt en général sur les effets sur le rendement, l'effet sur l'azote ou le taux de protéines. Et puis, parallèlement à ça, on peut dire que la pratique du blé associé, c'est une pratique très peu mise en œuvre par les agriculteurs conventionnels. Ça se fait un petit peu plus en bio. Et donc, il a déjà fallu commencer par s'assurer de la faisabilité et des intérêts technico-économiques de cette pratique.
Donc, les travaux qui ont été menés dans le cadre du projet ici-bas ont porté sur 3 grandes actions. L'action 1, ça a été l'expérimentation de différentes associations blé plus plan de campagne et le screening en micro-parcelles afin de s'assurer de la faisabilité technique, donc avec des suivis agronomiques pour voir ce que ça donnait en termes de désherbage, en termes de rendement, etc. Et ça nous a permis de sélectionner des plantes à tester à plus grande échelle. Dans notre action 2, donc, qui portait sur l'évaluation des effets sur les ravageurs et auxiliaires en plus grande bande, donc à plus grande échelle, en plus grande bande, on a pu faire des suivis de ravageurs et d'auxiliaires et de viroses. Et puis, parallèlement, toujours des suivis agronomiques pour voir ce que ça donne sur le rendement. Et l'action 3, donc, c'était valoriser et diffuser les résultats vers les agriculteurs et conseillers sous forme de différents livrables afin d'aboutir à des préconisations sur la conduite des associations. Donc, en année 1, c'est-à-dire en 2020-2021, il y a eu 4 essais blocs de micro-parcelles qui ont été réalisés, et puis déjà 10 essais en grande bande avec uniquement l'association blé plus févrole. Et puis les 2 années suivantes, 2021-2022 et puis 2022-2023, là, on a réalisé des essais en grande bande avec les 3 associations qu'on avait présélectionnées, c'est-à-dire blé plus févrole, blé plus pois et blé plus vesse. Et on essayait à chaque fois d'avoir une dizaine de répétitions. Vous voyez sur la carte la localisation des essais, donc, qui se situaient en région centre dans 4 départements, en Eure-et-Loir, dans le Loiret, dans le Cher et dans l'Indre. Puis vous avez quelques photos qui illustrent les essais en grande bande avec l'association blé-vesse, blé-pois, blé-févrole. Voilà, donc le plan de ce webinaire, tout d'abord, nous allons vous présenter les résultats des essais en micro-parcelles, puis les résultats des essais en grande bande, avec les protocoles et les résultats agronomiques et viroses. Ensuite, on passera aux résultats sur les pucerons, cicadelles et auxiliaires volants, et puis sur la faune terricole auxiliaire, avant de conclure sur le projet et les recommandations techniques qui en découlent. Et puis, comme je vous disais, avec 2 phases de questions, une intermédiaire et une à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je laisse la parole à Thierry pour vous parler des résultats des essais micro-parcelles. Merci Céline. Donc moi, je vais vous parler des essais micro-parcelles. Donc nous avons mis en place un screening des espèces afin d'évaluer leur capacité de développement. Donc l'objectif était d'évaluer la capacité des différentes espèces à lever, notamment bien apprécier leur vigueur et aussi la capacité à se développer dans la terre culture avant le semis du blé, parce que nous les avons semés environ 1 mois avant. Ensuite, le but, c'était d'évaluer la capacité des espèces à tolérer les programmes herbicides, parce que c'est des familles différentes du blé et c'était pour voir comment elles allaient se comporter. Et aussi évaluer l'impact des différentes plans de campagne sur le résultat du blé, notamment par rapport au rendement et aussi par rapport à sa qualité, par rapport à l'impact sur les protéines. Donc, nous avons mis en place 4 essais en micro-parcelles, donc un à la Scaelde, qui est dans le 28, donc plus au sud, un à la chambre du 45, qui est plus centrale, ensuite la chambre du 36 est plus au sud de la FCDA 18. Donc nous avons testé 8 espèces avec des densités différentes, donc le pois chiche à 60 grammes par mètre carré, la veste commune à 80 grammes mètre carré, la veste velue, le fenouil grec un peu plus dense, le sarrasin, le pois chiche, la cameline et le mois. Donc voici ces 6 espèces imagées sur les photos avec leur nom. Donc tout ça, ça a été fait sur des essais randomisés, donc en 3 blocs, avec une partie non traitée et la même chose avec une partie avec insecticide, pour avoir l'effet de la plante. Donc tout ça réparti sur les 4 sites, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc sur des régions bien différentes. On passe sur des régions naturelles de la Beauce pour la Scaelle, à la Sologne pour le Cher, donc avec des sols différents, des réserves utiles beaucoup plus importantes sur la Beauce,
où on passe à 150 mm. Ensuite, des sols plus ou moins profonds, avec des précédents aussi très différents. Donc, on les a tous testés. On passe du pois, du maïs en silage, du colza et de l'orge de printemps. Des dates de semis de couverts qui ont été tous compris entre le 7 septembre et le 27 septembre. Donc, le but, c'est de les semer quand même assez tôt pour avoir un développement déjà important au moment du semis du blé. Donc, le blé, lui, a été semé entre le 10 octobre et le 15 octobre. Le tout, c'était de les semer sur la première quinzaine. Aucune situation était en situation irriguée et aucune parcelle était drainée. Donc là, on a pu voir que l'éventail était assez disparate. Les principaux résultats et enseignements. Donc, par rapport au développement des couverts, mis à part la cameline, l'ensemble des couverts ont levé correctement. Donc, la cameline a été assez impactée par le désherbage, elle n'a pas bien résisté. Seules les espèces à cycle printanier ou hivernal ont réussi à se développer. Donc, le cameline, le moël, le sarrasin sont peu développés. Et l'ensemble du développement des couverts a été plutôt faible, parce qu'on est tombé sur des années un peu plutôt sèches. Et donc, le développement n'a pas été au niveau de nos espérances. En termes de couverture, on peut voir que c'est le fenugrec qui s'est un peu plus développé, les pois, la veste. En ce qui concerne les principaux résultats et en termes de rendement, donc la pression cicadelle et puceron a été faible, donc l'impact s'est révélé faible, comme on peut le voir sur les différents sites. On est sur une différence traitée non traitée peu significative, donc ce qui est expliqué par la présence d'insectes très faibles. En ce qui concerne l'écart de rendement traité non traité, donc on voit que le témoin a eu la plus grande différence, et la cameline aussi, parce qu'elle s'est peu développée, donc elle est proche des témoins. Donc tout ça, c'est des résultats qui sont peu significatifs. En ce qui concerne les rendements globaux, donc il y a peu de différence. La différence est de 2 quintaux entre le pois, qui était la culture compagne la plus favorable, et le moa. Donc l'impact du rendement est assez négligeable. En termes de qualité sur la protéine, on voit que l'impact est de 0,2%, donc c'est très faible. Le faible impact pourrait être lié au faible développement des couverts, comme je vous l'ai dit avant. Pour conclure, le but, c'est de semer assez tôt les couverts pour qu'il y ait un développement très fort. Donc, dès début août, on pourrait les semer. Privilégier des espèces à développement plutôt rapide pour qu'il y ait un couvert qui se fasse très vite. Donc, nous, dans nos expérimentations, la faible pression des insectes n'a pas permis de mettre en évidence l'impact vraiment du couvert sur cette composante. Les faibles développements, donc on peut impacter les composantes de rendement. Donc, du coup, on a validé 2 espèces dans nos essais, le pois de printemps et la veste, parce que c'est 2 espèces qui sont développées assez fortement et qui permettent d'avoir un couvert important, en complément de la févrole qui était déjà validée dans les grandes bandes. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jean Guérineau, qui va vous parler des essais en bande. Merci Thierry. Donc, je me présente, Jean Guérineau, conseiller grande culture à la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc, je vais vous présenter le protocole des essais en grande bande. Pour ce projet, j'ai été accompagné de Claire Brigand et de Nolwenn Périnel. Donc, les essais en bande sont sur 3 ans, donc ils sont présentés comme ceci, donc avec 4 bandes différentes, donc une bande témoin en B0 avec que du blé, en B1 blé plus févrole, B2 blé plus pois et B3 blé plus vesse. Donc chaque essai est randomisé avec une largeur de bande minimum de 20 mètres et une longueur minimum de 60 mètres. Concernant l'itinéraire technique des essais, tout d'abord, il y a la préparation de semis qui se fait en juillet-août, le semis des plantes compagnes qui se fait en août, début décembre.
Le semis direct du blé directement sur les plants de campagne dans le sens du semis des plantes campagne en début octobre. Il y a un désherbage adapté sur les essais afin d'éviter de détruire les plants de campagne. Et il n'y a pas d'insecticide parce que comme on suit les pucerons et autres insectes, on ne fait pas d'insecticide sur l'essai. Il peut y en avoir sur la parcelle autour, mais il n'y en a pas sur l'essai. Concernant la destruction des couverts, donc elle se fait soit par le gel ou chimiquement lors de la reprise de végétation du blé. Ensuite, il y a une récolte qui est faite directement par l'agriculteur avec sa moissonneuse. Donc, dans chaque bande, il y a des répétitions qui sont faites et qui sont pesées par une remorque peseuse pour avoir les résultats ensuite que vous aurez juste après. Donc, on fait aussi des observations sur le suivi des différents ravageurs, donc à l'automne, et il y a un prélèvement de blé qui est envoyé en laboratoire pour faire des analyses de virose. Concernant les pièges de pucerons et cicadelles, donc tout en bas, vous pouvez voir qu'on commence les piégeages dès le semis du blé, et ça pendant plusieurs semaines jusqu'à mi-décembre. Donc, tout d'abord, il y a les cuvettes jaunes. Donc, il y en a une par site que l'on récolte toutes les semaines et ça nous permet de suivre l'arrivée des pucerons ailés. Ensuite, il y a les plaques jaunes, donc les plaques jaunes engluées. Donc, il y en a une par bande et qui nous permet de connaître l'arrivée des pucerons ailés et des cicadelles qui viennent se coller directement dessus. Donc, les plaques jaunes et les cuvettes jaunes, ils sont prélevés toutes les semaines et le contenu des cuvettes jaunes et la lecture des plaques est réalisé par Fredon Centre-Val de Loire. Donc, les hippobarbeurs, donc il y en a 4 par bande. Donc, les hippobarbeurs, ils nous permettent de collecter la faune terricole qui tombe aléatoirement dedans. Et, donc, ces hippobarbeurs, ils sont prélevés, égouttés, puis mis dans de l'alcool. Et les contenus sont envoyés au laboratoire éco-entomologique d'Orléans pour identification. Donc, les hippobarbeurs, on les prélève toutes les semaines à date, enfin, au jour régulier. Par exemple, c'est tous les mardis, c'est tous les mardis. Et, et pendant 4 semaines. Il y a des aspirations sur pied qui sont faites aussi. Donc des aspirations d'insectes qui sont réalisées par Fredon Centre-Val de Loire qui, eux, ont trié et identifié chaque insecte. Donc, peut y avoir, donc, il y a des pucerons qui sont, avec l'aspiration, qui sont un petit peu broyés, donc pas très identifiables. Il y a aussi des cicadelles et des auxiliaires comme des coccinelles, cirphes, chrysoptes, hyménoptères parasitoïdes. Donc, une partie des échantillons aspirés est directement congelée sur place et envoyée à l'Institut Agro pour analyse de sucre et autres composants biochimiques que contiennent les hyménoptères parasitoïdes. Donc, cela, en fait, nous permet de connaître ce qu'ils ont consommé, donc à savoir quelle espèce de puceron hôte et savoir ou s'ils ont consommé potentiellement du nectar extrafloral que l'on trouve sur les févroles ou sur la veste. Donc, il n'y en a pas sur poids du nectar. Donc ici, on peut voir un exemple d'hyménoptère parasitoïde. Donc l'hyménoptère, il pond directement dans le puceron vivant. Donc la larve se développe dans le puceron et une fois qu'elle éclot, elle ressort en creusant un trou rond sur le dos du puceron et qui crée une momie d'un puceron là que vous avez en photo. Des notations visuelles sont également faites donc, pour voir s'il y a des pucerons, donc qu'ils soient vivants ou parasités par un hyménoptère. Donc, ils regardent aussi s'il y a des auxiliaires de présents. Donc, donc, il y a des notations visuelles qui sont faites sur blé. Donc, il y a 5 placettes de 30 plantes. Donc, ça fait 150 plantes examinées par bande. Et pour les plants de compagne, il y a 5 placettes de 5 plantes qui sont examinées, ce qui fait 25 plants de compagne examinés par bande.
Comme je vous l'ai dit précédemment, donc il y a des prélèvements de plantes pour analyse de virose, pour savoir si les plantes sont porteurs de virose ou non, et s'ils sont porteurs de virose, savoir si c'est de la jaunisse nanisante de l'orge ou si c'est la maladie du pied chétif. Donc on fait également des suivis agronomiques, donc sur le développement des couverts avec la densité, le stade et la hauteur des couverts. On fait le suivi de l'itinéraire technique de l'agriculteur avec un conseil sur ses différentes interventions. Par exemple, pour le conseiller sur son désherbage afin qu'il évite d'utiliser un désherbage qui tue les plantes compagnes. On fait aussi des photos des paysages environnants, ce qui nous permet de connaître si les parcelles aux alentours sont en fleurs ou si les adventices en bord de champ sont en fleurs, parce que ça peut avoir aussi un biais sur l'arrivée des auxiliaires, sur l'influence de l'arrivée des auxiliaires. Les données météo aussi sont récoltées afin de connaître s'il y a un biais dans certains des résultats, de savoir si c'est lié à la météo ou non. Donc maintenant, je vais passer la parole à Baptiste afin qu'il vous présente les résultats de ces essais en bande. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Baptiste Crochet, je suis conseiller agro à la FDG d'Aduchère. Et donc dans le projet Ici-Bas, moi je me suis occupé en dernière année de projet, donc en troisième année, de la partie agronomique et technique du projet, avec notamment le traitement des données agronomiques. Et donc là, dans cette partie-là, moi ce que je vais essayer de faire, c'est répondre à la question suivante: est-ce qu'on peut engendrer un gain agronomique ou économique en cultivant des blés associés grâce aux résultats de nos essais bandes? Donc, dans un premier temps, sur cette diapo-là, vous avez ce qu'on a tenu à vous présenter, c'est la validité des essais bandes. Au cours des différentes mises en place, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problématiques lorsqu'on essayait d'associer du blé à des légumineuses ou à des plantes compagnes en général. On trouve notamment, par exemple, en 2021, nous avions 9 essais valides sur 10 mis en place, avec un essai qui présentait des dégâts de limaces sur les couverts, donc qui n'a pas pu être pris en compte. En 2022, on a eu énormément de dégâts de limaces, donc il y a eu 4 essais sur 8 mis en place qui ont pu être utilisés pour l'analyse des données, donc principalement dégâts de limaces, mais aussi dégâts de lapin. Et en 2023, on a eu malheureusement 3 essais valides sur les 9 mis en place, avec un essai qui a malencontreusement été traité avec un insecticide. On a essayé aussi d'aller chercher un peu plus de critères sur les conditions de désherbage. Et donc certains désherbages n'ont pas été sélectifs sur les plantes associées. Donc on a eu 3 essais qu'on n'a pas pu prendre en compte dans l'analyse. Et enfin, il y a 2 essais qui ont malheureusement grêlé dans le Cher lors de la tempête. Donc on a acquis quand même beaucoup de connaissances en mettant en place ces bandes-là, notamment pour construire un itinéraire technique plutôt robuste. Donc on sait maintenant que l'antilimace c'est relativement important pour les plantes compagnes. On sait aussi qu'il faut faire attention à la sélectivité du désherbage. Et en mettant en place tous ces essais bandes, on a pu arriver à des critères et à des chiffres complets sur lesquels on pourra revenir. Donc en tout, on a mis en place 27 essais, dont 16 en essais bandes qui étaient valides. Et dans ces essais bandes, on avait 9 essais valides partiellement. Qu'est-ce que j'appelle essais partiels ici? C'est des essais dans lesquels il y avait uniquement le témoin qui était mis en vis-à-vis de la févrole. Donc c'était principalement en première année, c'est les 9 que vous voyez en 2021. Et on a eu 7 essais complets, donc là avec un témoin de blé pur qui était mis en vis-à-vis avec du blé associé févrole, blé associé vesse et blé associé pois. Donc voilà pour cette partie validité. Ensuite, je vais vous parler des rendements pluriannuels, donc qui est le critère numéro 1 et la variable numéro 1 que nous avons regardé. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique ci-contre. Déjà, dans un premier temps, je peux vous dire qu'à l'analyse statistique, il n'y a pas de différence significative entre nos différentes modalités de blé associé. Avec un blé pur qui fait en moyenne sur les 3 années d'expérimentation en bande 79,55 quintaux, contre 73 quintaux pour le blé associé févrole, 75 pour le blé associé pois et 70 pour le blé associé vesse.
On voit quand même une légère tendance qui apparaît avec un effet dépressif découvert qui est malgré tout non significatif dû à la variabilité entre nos essais et à l'intérieur de nos essais. Mais on a moins 6 quintaux quand même pour le blé associé févrole, moins 4 quintaux pour le blé associé pois et moins 9 quintaux pour le blé associé vesse avec une année 2022 qui a été très préjudiciable pour la vesse. Donc en termes de rendement moyen, si on regarde ces mêmes modalités, mais exprimées en pourcentage du témoin, on voit qu'en moyenne, la févrole fait à peu près 93% du rendement du témoin, le blé pois fait 96% et le blé vesse fait 88%. Donc pour avancer sur cette partie rendement pluriannuel, on voit que l'association du blé avec une plante de campagne semble avoir entraîné une perte de rendement de l'ordre de 5 à 6 quintaux, dépendant de l'espèce associée. On a aussi les meilleurs rendements en associé qui sont obtenus pour le pois de printemps et pour la févrole. Et on a une modalité associée vesse commune qui décroche complètement, surtout en 2022, comme je vous l'ai dit, où elle fait moins 15 quintaux par rapport au témoin, en moyenne. Donc voilà pour cette partie rendement pluriannuel. Ensuite, on s'est posé la question, ok, on a des pertes, mais est-ce que en fréquence, c'est-à-dire on génère plus souvent des pertes ou plus souvent des gains parce qu'on peut avoir des très grosses pertes qui lissent nos petits gains. Donc là, c'est ce que j'essaie de vous présenter dans cette partie-là. Donc vous avez toutes les pertes moyennes enregistrées donc, sur les 37 essais mis en place, sur les 40 situations. Il y en a 32 qui génèrent une perte, et la perte moyenne est de l'ordre de 11%, avec pas mal de situations en perte minime, c'est-à-dire inférieure à 5%, mais quand même au moins 5 situations de perte majeure où on perd plus de 25% de notre rendement. Et par contre, quand on regarde les gains, donc on a une moyenne de gains qui est de l'ordre de 5 quintaux et en fait on n'a que 8 situations sur les 40 étudiées où on a un gain qui est généré et la plupart du temps le gain généré est minime. On a une situation où il y a un gain majeur pour du pois de printemps. Et donc si on regarde, donc on s'est demandé si c'était à peu près réparti de manière équivalente pour les différentes espèces et c'est plutôt le cas, hein. Donc, vous avez plus de données pour le blé associé févrole, de l'ordre qui est principalement dû au fait que c'était présent en 2021. Et donc, on a une moyenne de perte qu'on a déjà présentée dans la diapo d'avant, donc de l'ordre de 7% pour le blé associé févrole, 4% pour le blé associé pois et 12% pour le blé associé vesse. Ensuite, donc, on a voulu évaluer l'effet année une fois qu'on avait étudié tout ça. Donc, on a voulu voir si, selon dans quelle année on se plaçait, dans quelle année de récolte on se plaçait, on avait plus ou moins un effet important des associations. Donc, c'est ce qui est présenté sur cette diapo-là, avec toutes les modalités, donc B0, B1, B2, B3, qui sont le témoin, le blé associé févrole, le blé associé pois, et le blé associé vesse, et des rendements aux normes exprimés en quintaux. Donc on voit que principalement l'année 2022 était plutôt très mauvaise, et on a donc qui est principalement dû à une fin de cycle compliquée, hein, pour la récolte 2022, principalement dans le sud où il y a eu des forces d'échaudage qui ont empiété sur le rendement du blé. Et on a l'impression en tout cas que les modalités associées, donc si vous prenez 2022, le témoin fait quand même 74 quintaux en moyenne sur tous nos essais, et par contre toutes les modalités associées font au moins 10 quintaux de moins. Donc est-ce qu'on a un effet de l'association qui est principalement dû à un stress hydrique ou à des problématiques de concurrence qu'on a du mal à expliquer. En tout cas, on a l'impression qu'une très mauvaise année avec un échaudage thermique de fin d'année, de fin de campagne, les modalités associées se débrouillent encore moins bien que la modalité témoin. Et par contre, les autres années, bon, bah, quand on a des années qui sont moyennement problématiques, on n'a pas trop ce souci-là. Vous voyez une année 2023 bien au-dessus, c'est principalement dû à un facteur d'échantillonnage, étant donné qu'il nous restait que 3 essais sur les 9 mis en place. En fait, il nous restait que les rendements du 45 et de l'ASCAL, donc qui sont un peu plus élevés que ceux qu'on peut obtenir au sud du département.
Voilà pour la partie année, et donc l'année était le seul facteur significatif à effet significatif dans notre analyse statistique, avec une année 2022 qui était largement en dessous des 2 autres années en moyenne, peu importe la modalité étudiée. Ensuite, on s'est intéressé, comme l'a dit Jean, au taux protéique du blé pour la qualité de la production. Et donc là, vous avez le taux protéique qui est exprimé en pourcent pour chacune de nos modalités en moyenne sur les 3 années d'expérimentation. Donc l'effet de l'association sur le taux protéique est non significatif, et c'est ce qu'on voit aux moyennes, hein, quand on regarde les écarts types. En plus de ça, on n'a pas vraiment mesuré d'amélioration du taux protéique du blé associé à une légumineuse. C'est assez raccord avec les expérimentations et la bibliographie qu'on a trouvée pour des destructions de couverts au printemps. Donc voilà, pas vraiment de différence entre nos modalités. Et on a un léger moins pour le poids B2, mais qui est complètement non significatif et qui est complètement gommé par la variabilité mesurée. Ensuite, donc, je vais vous présenter les résultats des viroses, donc des charges virales et de la présence de viroses dans nos essais-bandes. Donc ici, sur le premier graphique, vous avez le pourcentage moyen de puits positifs à la JNO et à la maladie des pieds chétifs du virus WDV dans les essais-bandes à l'échelle pluriannuelle. Donc c'est le résultat des prélèvements qu'on a fait entre épi 1 cm et 1 nœud, qu'on envoie à un laboratoire, et eux nous renvoient une quantité de puits positifs à tel ou tel virus. Donc là, en bleu, vous avez les moyennes de puits positifs pour la JNO, et en orange, les moyennes de puits positifs pour le virus WDV. Et donc, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est que l'association n'a pas eu d'effet significatif sur la charge virale de nos échantillons. Mais par contre, on a des variabilités et des écarts types très importants. On voit notamment un B0 qui a un écart type qui monte quasiment à 25%. Donc en gros, on a une énorme variabilité dans les échantillons B0 qu'on ne retrouve pas forcément dans les échantillons avec des modalités associées. De plus, on a un pourcentage moyen de puits positifs donc qui est de 7,14 pour la JNO pour le blé pur, contre à peu près moins de 3,75 à minima pour les modalités associées, et 0% de JNO pour la modalité avec la veste. Donc, même si ces résultats sont non significatifs, principalement dû au fait que lors des 3 années d'expérimentation, on a une très faible pression virose et une très faible pression puceron, on peut quand même évaluer une tendance et démontrer que on a à peu près 2 fois plus de virose sur B0 que sur une modalité associée. Donc on peut se poser la question d'un effet de l'association, en tout cas c'est ce qu'on a l'impression. Et en dessous de ce graphique, vous avez les fréquences de JNO. Donc est-ce qu'on trouve plus souvent de la JNO dans les échantillons associés ou dans l'échantillon témoin? Et on voit que c'est à peu près équivalent. Donc en fréquence, ça n'a pas d'effet. Donc est-ce que l'association protège en fait de gros dégâts de virose, ou en tout cas de taux de puits positifs très importants? La question reste ouverte, on n'a pas réussi à le démontrer, mais il y a quand même une tendance. Et pour visualiser un peu plus facilement cette tendance, donc là c'est la somme des pourcentages moyens obtenus pour chacune des modalités, et donc on voit que lorsqu'on somme nos positifs pour le blé pur, on a à peu près 2 fois plus de positifs que sur un blé associé févrole, et 4 fois plus que sur un blé associé pois. Donc B0 au moins 2 fois plus touché par la JNO que les autres bandes, même si les résultats sont non significatifs, principalement dus aux faibles pressions viroses. B3 n'est jamais touché pendant les 2 années d'expérimentation. Donc là, on peut se poser la question, la VES a un effet important sur cette JNO. Et par contre, pour la maladie des pieds chétifs, on n'arrive pas à dégager de tendance, même s'il y a un peu moins d'impact sur B0 que sur le reste, mais les écarts types sont tellement importants entre les modalités qu'on ne peut pas conclure à quoi que ce soit sur la partie maladie des pieds chétifs et donc sur la cicadelle. Voilà pour cette partie virose. Ensuite, on a essayé d'expliquer les variables, notamment du couvert,
les éléments explicatifs, donc principalement la densité et le développement des couverts. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de voir quel couvert était le mieux développé dans nos essais bornes, un peu comme on avait fait dans les essais microparcelles, et essayer de faire corréler ça avec une potentielle pression virose. Donc on a créé ce qu'on appelle une note globale couvert, hein. Donc c'était une variable synthétique qui synthétise la densité levée par rapport à la densité semée et la hauteur du couvert. En gros, plus il est haut et plus il est dense, plus il a une bonne note. Et donc on voit, donc c'est ce qui est représenté en bleu sur le graphique, on voit que le blé févrole en fait est le couvert qui s'est globalement le mieux développé dans un maximum de situations, avec une note de 6,52, donc des couverts plutôt bien développés et des févroles qui ont plutôt bien levé dans une majorité de situations. Et par contre, on voit que les deux autres légumineuses, blé pois et blé vesse, ont eu plus de mal à lever, donc avec des densités de semis de 80 grains, lorsqu'on en retrouve à peu près 40 à la sortie, c'est quand même pas énorme, d'où une plus faible note, et des couverts qui sont moins hauts, principalement dû à l'espèce et à leur faible développement à ce moment-là. Donc potentiellement un blé associé févrole qui serait plus intéressant. Lorsqu'on a regardé les statistiques, en fait, on n'a pas d'effet de la densité ni du développement du couvert sur la partie virose et sur le rendement. Donc, voilà pour ces éléments explicatifs. Mais par contre, on s'est posé une autre question, c'est est-ce que le temps de présence du couvert a un effet plus ou moins important sur le rendement? Parce qu'on a vu tout de suite cet effet de concurrence avec en moyenne moins 5 quintaux pour les modalités associées. Et donc, on s'est posé la question, mais est-ce que c'est pas parce qu'on laisse les couverts trop longtemps en place ou pas assez longtemps en place pour avoir un effet significatif sur le taux protéique, par exemple? Et donc, on a mesuré les temps de présence de couverts. Donc, heureusement, dans nos essais, on avait différents temps de présence qui allaient de 0 à 10 mois. Et donc, on a essayé de les faire corréler avec, par exemple, le rendement en pourcentage du témoin ici. Donc, on voit qu'on a une légère corrélation, mais qui est très légère et qui est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, on a l'impression que plus on laisse le couvert, plus on a des rendements qui sont intéressants. Et c'est tout autant le cas si on regarde uniquement les couverts qui ont été détruits au printemps. Donc sur ce graphique-là, on a les temps de présence du couvert au printemps. Et donc là, on améliore un petit peu notre R carré avec 0,44. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même pas inintéressant de voir ça. Et donc on a un rendement qui semble être légèrement amélioré par la présence du couvert, sachant qu'à l'échelle de nos essais, cette influence est non significative. Et enfin, donc pour conclure, ce qui nous intéressait aussi, en plus de l'agronomie, c'est l'économie. Est-ce qu'un agriculteur s'y retrouve en faisant du blé associé? Donc pour rappel, toutes ces données sont valables dans des conditions de pression de virose assez faibles. Donc ici, vous avez, donc on a comparé les blés témoins avec les blés associés, en partant du principe que l'itinéraire technique était complètement équivalent. Donc pour le blé pur, on a pris un blé TCS classique. Et par contre, pour le blé associé, on est parti du principe que c'était exactement la même chose, sauf qu'on rajoutait un semis direct du blé dans le couvert de févrole ou d'autres plants de campagne. On a pris un prix du blé de 2023 au moment où j'ai fait cette analyse-là qui était de 210 € la tonne. Les charges OP qui ont été calculées par un de nos groupes GEDA au sein de la FDGEDA, donc le groupe GEDA d'Arcé, donc on a pris la charge OP moyenne pour la campagne 2023. Et enfin, donc on a estimé un prix des semences fermières mis en place dans les dans les couverts campagne grâce au logiciel Acacia du GI2E Magellan. On a estimé, grâce à nos données FDGEDA, un coût supplémentaire du SMI direct à environ 37 €. Et donc, on a pu calculer le produit brut, le produit net et une moins-value nette pour toutes nos modalités. Donc, en termes de produit brut, on a, donc c'est tout simplement le prix du blé multiplié par le rendement, hein. Étant donné qu'on a des meilleurs rendements en blé pur, on a un produit brut qui est plus élevé. Et une fois charge déduite, donc charge principalement due aux charges OP classiques et à l'itinéraire technique particulier, plus à la présence du couvert, on arrive à un différentiel d'à peu près 140 à 300 € en fonction de la modalité qu'on regarde. Donc c'est ce que vous voyez en gris, c'est la moins-value qui est causée par l'association. Alors c'est principalement dû à deux facteurs. Le facteur numéro 1, c'est une perte de rendement, hein, on le voit bien sur la veste, et numéro 2, c'est le coût du couvert, qui peut être plus élevé pour certaines graines, même en semences fermières.
Et si on regarde la même chose en semences certifiées, donc là c'est exactement pareil, il y a uniquement le prix de semences certifiées qui est modifié. Bah là en fait on lisse l'effet rendement par le prix plus élevé de certaines espèces, notamment le pois. Donc si on va chercher de la semence certifiée, on est à peu près à 300 € de déficit à l'hectare. Donc voilà pour cette partie. On va passer sur une première phase de questions. Donc on va essayer de répondre à toutes vos questions que vous avez mises dans la partie questions-réponses et conversations. Je vous invite à interagir dès maintenant et on va essayer de répondre à un maximum de questions pendant ce petit interlude. Merci à tous. Merci Baptiste. Oui, on a déjà quelques questions là dans le chat, qui s'adressent surtout à Baptiste et à Thierry. Donc, on a la Chambre d'agriculture 52 qui nous dit cette année, dans nos essais, nous avons deux points de protéines en plus dans les associations blé plus févrole. Idem pour les essais menés par Soufflet, donc c'est en système bio. Et puis, c'est aussi trié, du coup, après récolte, puisqu'on a analyse faite sur blé trié, grains cassés, de légumineuses enlevées. Par contre, nous semons des blés de force. Donc, comment réagir là-dessus, Baptiste? Alors, c'est globalement ce qui est démontré dans la bibliographie, hein. En prélude du projet ici-bas, on a pas mal regardé de biblio. Et dans les systèmes, comme un système bio, qui est différent, nous, on a fait le choix d'étudier uniquement cette partie-là en conventionnel. Et dans un système bio qui peut être un peu plus limité en éléments minéraux, notamment en azote, en fait, on a des effets qui sont plus significatifs des plantes associées, et c'est pour ça que c'est tout simplement plus pratiqué en bio qu'en conventionnel pour la partie agro. Et ensuite, nous, on avait fait le choix de regarder uniquement l'effet sur les viroses et donc de ne pas faire de double récolte, mais étant donné que on pourrait arriver potentiellement à faire cette double récolte-là, et si on arrive à la valoriser avec un système de triage, on pourrait avoir des rendements qui sont à peu près équivalents en blé pur vis-à-vis des blés associés. Donc, c'est pas très étonnant ce qui a été démontré par la Chambre du 52. Merci. Autre question. Comment expliquer les pertes de rendement, notamment avec la vesse? Tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais... Alors, on se pose pas mal de questions vis-à-vis de ça. Alors, est-ce que c'est une concurrence directement pour les éléments minéraux? On sait qu'une légumineuse qui est mise en conditions non limitantes en azote, elle va peut-être pas s'embêter à faire des nodosités, et donc elle va prélever directement de l'azote dans le milieu. Donc, est-ce que c'est une concurrence du couvert de légumineuses vis-à-vis des éléments minéraux, ou est-ce que c'est une concurrence vis-à-vis de l'eau, ou est-ce que c'est une concurrence vis-à-vis de la lumière? On a pu voir aussi à certains moments des couverts qui étaient parfois exubérants et qu'on a dû gérer mécaniquement ou chimiquement très tôt en culture. Et donc, on peut supposer qu'il y a des concurrences quand même du couvert vis-à-vis du blé, en tout cas dans nos essais. Après, expliquer très concrètement pourquoi la veste fait moins 15 par rapport à une févrole qui fait moins 6, ça, on n'a pas tous les éléments. C'est peut-être dû à la veste qui a un port un peu plus étalé, un peu plus poussant, peut-être un peu plus de concurrence pour la lumière. Donc voilà, pas mal de questions vis-à-vis de tout ça, mais on suppose une concurrence vis-à-vis des éléments nutritifs du sol et aussi vis-à-vis de la lumière et de l'eau. Alors, il est probable que la vesse velue soit concurrente. Pourrez-vous remettre vos doses de semis, s'il vous plaît? Du coup, Jean, si tu peux retourner sur la diapo, c'était dans la présentation. Moi, je l'ai en tête, si Ouais. c'est la question. Donc, on a semé 25 grains de févrole mètre carré, 80 pour le pois et 80 pour la vesse. Donc voilà. C'est la vesse commune. Oui, c'est de la vesse commune, oui. Vesse commune, variété Spido. C'est des densités de semis qui sont quasiment des demi-densités par rapport à un semis en pur. On avait choisi cette partie-là par rapport à des calculs qui avaient
qui avait été fait via le logiciel Acacia du GI2E Magellan et qui était généralement pratiqué par les bio aussi. Après, on peut revenir sur ces densités-là, hein. Peut-être qu'on a semé un petit peu trop dense nos vesses ou nos pois. En tout cas, la févrole, on est plutôt sûr de nous de ce côté-là. Pourquoi n'avez-vous pas semé les plantes compagnes en même temps que le blé, de manière à limiter la concurrence lors de la levée du blé? D'ailleurs, ce sont les conseils donnés sur Colza. Alors, le problème, c'est que si on sème en même temps que le blé, je pense qu'on va avoir le problème inverse, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout d'effet de notre couvert, quoi. Nous, le but, c'était quand même d'avoir un couvert développé qui était capable de soit provoquer visuellement plus ou moins, mais physiquement une barrière vis-à-vis des ravageurs. Donc, on l'a vu les premières années, hein, lorsqu'on sème le couvert trop tard, en fait, il n'existe pas le couvert, donc il peut avoir aucun impact sur les viroses. Donc nous, ce qui était important, outre le fait de développer un gain agronomique, hein, c'était d'essayer de démontrer quelque chose sur la partie virose, parce que c'est ce qui nous intéressait, et même si on perd 2 quintaux tous les ans, mais que la 10e année en non traité, en fait, on économise la moitié de notre rendement, ça vaut le coup quand même, lisser sur une moyenne pluriannuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a semé les couverts plus tôt pour avoir un développement assez important et avoir un effet probable sur les virus, enfin, sur les ravageurs. Autre question, n'est-ce pas logique de ne pas gagner sur la teneur en protéines dès lors que le rendement ne baisse pas? Alors, ne pas gagner sur la teneur en protéines dès lors que le rendement ne baisse pas. C'est-à-dire? Donc ça veut dire qu'en gros, à rendement équivalent, on aurait pu supposer que le taux de protéines soit à peu près équivalent aussi, mais par contre, pour les rendements inférieurs, on aurait pu supposer que les taux de protéines soient un peu plus élevés. Ce qu'on n'a pas vu, d'où la thèse de est-ce que les couverts n'ont pas pris une partie de l'azote supérieure à la partie fournie. On a aussi une majorité de situations où notre couvert est détruit au printemps, par les interventions principalement basées sur les dicotes, les rattrapages de printemps qu'on fait. Et donc, on peut supposer aussi que les couverts n'ont pas le temps de relarguer tout cet azote-là au blé entre une destruction courant mars-avril et une récolte juin. On sait que dans la biblio, les effets sur les taux protéiques sont plutôt démontrés pour des destructions du couvert associé légumineuse plutôt à l'automne, voire en hiver, quoi. Mais là, on arrive dans des situations où on rajoute un désherbage et donc c'est un petit peu moins intéressant de ce point de vue-là. Merci. Partie bilan économique. Il y a autant de traitements sur les blés associés que sur un blé pur? Alors, oui, en termes de nombre de traitements. Après, on aurait pu justifier une petite baisse vis-à-vis des coûts de désherbage, parce que étant donné qu'on met des quantités de désherbants, notamment de prélevés sur les blés légèrement inférieurs lorsqu'on a une plante associée pour essayer de ne pas la détruire. J'ai vu une question passer tout à l'heure, donc voilà, on essaye de borner notamment la partie glyphosate, donc qui peut poser des soucis aux plantes compagnes, donc le glypho qu'on fait juste avant le semis du blé. On borne aussi sur des quantités de DFF, donc majoritairement utilisées sur les céréales et qui peuvent poser souci aux plantes compagnes. Donc on a une légère baisse de ces produits phyto qu'on aurait pu prendre en compte, mais qui est de l'ordre d'une dizaine, une quinzaine d'euros par hectare. Et sinon, pour le reste de la conduite, étant donné qu'on détruit nos plantes compagnes au printemps avec des rattrapages d'icote, sinon tout le reste est absolument équivalent. Donc on aurait pu justifier une petite baisse de la partie prélevée, mais qui est assez négligeable à mon avis. Y a-t-il eu des comptages plantes et épis de blé pour voir si l'association entraîne une baisse de peuplement qui expliquerait celle du rendement? Alors oui, il y a eu des comptages sur les blés. Globalement, il n'y avait pas de souci en termes de nombre de pieds. Après, on n'a pas fait de comptage épice, si je dis pas de bêtises. Donc ça, on n'a pas la donnée.
Mais en tout cas, sur le nombre de pieds, c'est pas là-dessus que la concurrence a été faite, mais peut-être sur le nombre total via une concurrence pour les éléments nutritifs ou pour la lumière. Donc, bonne question et variable à mesurer potentiellement. Quels désherbages sont sélectifs sur les plantes compagnes dans vos essais ou à l'inverse, les plus phyto, je ne comprends pas bien la fin, mais quels désherbages sont sélectifs dans les En plantes gros, compagnes dans vos essais? ce qui passe pas du tout pour la prélevée du blé, donc c'est des doses importantes de glypho, où là, tout ce qui est vesse et poids tolère pas du tout. Donc même à 0,5 de glypho, la vesse, elle empathie, quoi. Donc c'est le facteur principal. Après, la févrole tolère assez bien cette partie-là. Et ensuite, la prélevée, on va passer sur éviter des doses de DFF trop importantes, donc de diflufénicants qui sont principalement contenus dans le compil et dans le Fosbury, et qui peuvent poser problème aussi aux plantes compagnes. Donc c'est surtout ces deux produits-là qu'on va borner. Donc on va diviser la dose homolo par deux, quoi, grosso modo, sur ces deux produits. Et sinon, le reste, on n'a pas vraiment de soucis. Après, on n'avait pas une diversité de désherbage très très importante. On sait qu'il y a pas mal de choses qui passent pas si on fait pas uniquement de la prélevée ou de la post-précoce. Donc nous, dans nos essais, on avait principalement prélevé, post-précoce et un rattrapage d'icote qui venait détruire l'association au printemps en termes Y a-t-il d'itinéraire technique. y a-t-il eu un impact sur la pression en adventice en lien avec les programmes désherbage adaptés? Ça a été nos grosses problématiques les premières années, voilà, avec des agriculteurs qui étaient presque réticents à remettre en place les essais parce qu'en fait, on a été crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on a regardé si on arrivait déjà en désherbant très très light ou même sans désherber à faire pousser une association. Et la dernière année, vous voyez qu'il y a un peu plus de désherbage non sélectif et c'est principalement dû au fait qu'on a été chercher les doses limites pour ces plantes-là. Donc les premières années, forcément, on a eu des soucis vis-à-vis des adventices. Mais si on prend l'année dernière où on a fait ce que je viens de dire à peu près comme itinéraire technique, on n'a pas eu de soucis particuliers au niveau des adventices. Donc non, c'était relativement propre. Après, pour ma partie à moi, on a émis des essais sur des parcelles qu'on connaît et sur lesquelles il n'y a pas trop de grosses problématiques graminées. Donc on n'a pas besoin de charger outre mesure les désherbages. Avez-vous réalisé des notes d'efficacité herbicide et est-ce que les programmes Herbie sont similaires suivant les espèces? Alors comme je l'ai dit, bon, on reviendra un peu dessus en conclusion, mais je voudrais pas chanter la partie conclue. Donc il y a pas mal de choses sur les itinéraires techniques qui seront détaillés juste après, donc je pense qu'on va revenir dessus dans la suite du webinaire. Et on pourra y répondre à la fin des questions si on n'a pas répondu à tout. Mais globalement, vesse et poids plus sensibles que févrole, quel que soit le type de désherbage. Donc, on a eu plus une remarque où je pense que les doses de semis de veste sont trop élevées. Voilà. Ok. Et puis, dernière question à ce stade, comment les espèces associées ont été présélectionnées au départ du projet? Par la biblio? Ouais, principalement par la biblio et par un coût relatif des semences, quoi, hein. On a pris des espèces qui peuvent se trouver chez un agriculteur en semences fermières ou alors qui ne coûtent pas des prix exorbitants à l'achat si on veut des semences certifiées. Donc voilà, on a essayé de prendre des espèces qu'on peut trouver dans une ferme. C'est comme ça que ça s'est fait, et des espèces qui pouvaient se développer à cette période-là. Après, on aurait pu peut-être tester encore plus de choses. Mais on avait aussi intérêt à aller chercher principalement dans les légumineuses parce qu'on supposait un effet positif sur la culture du blé directement. Et donc, c'est vers ces plantes-là qu'on s'est tourné en premier. Mais voilà, vous l'avez vu dans la partie micro-partielle, il y avait quand même pas mal d'associations qui étaient testées. Et donc, on a choisi principalement donc, des coûts raisonnables de la semence et aussi des semences qu'on peut trouver relativement facilement. Merci Baptiste. De Donc on rien. est pile poil dans les temps. On va pouvoir
embrayer sur la deuxième partie. Donc après avoir parlé plutôt agronomie rendement, on va parler plutôt insectes. Enfin, agronomie toujours, mais... Donc je laisse la parole à Louise. Merci Céline. Donc bonjour à tous, je suis Louise Bellamy, je travaille chez Fredon Centre Val de Loire et donc je vais vous présenter cette partie-là. Je suis accompagnée de Monique Chariot qui est aussi présente en visio, qui a suivi l'entièreté du projet et qui m'accompagnera tout à l'heure dans la réponse aux questions éventuelles. Donc nous nous sommes intéressés, nous, sur la partie, la caractérisation des effets des associations de culture sur la régulation des ravageurs, donc pucerons et cicadelles, par les auxiliaires de culture. Nous nous sommes intéressés à 3 catégories de ravageurs, donc les pucerons d'automne des céréales, Metopolophium dirodum, Cytobion avenae et Rhopalocifum padi, qui sont 3 espèces de pucerons qui sont vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge. Les pucerons des plantes compagnes, Megoria viciae, Acyrtosiphon pisum et Aphis fabae, qui sont intéressants en fait car leur miella peut être une source de nourriture alternative aux auxiliaires de culture et ainsi permettre aux auxiliaires d'être déjà présents sur place sur la parcelle. Et on s'est également intéressé à la cicadelle Psamothetix alienus, vectrice de la maladie des pieds chétifs. Donc ces insectes ravageurs ainsi que les auxiliaires de culture ont été capturés au moyen de différentes méthodes de suivi que je vais rappeler rapidement ici. Donc les pucerons ailés ont été capturés dans des cuvettes jaunes qui étaient placées à raison d'une cuvette par site et qui ont permis d'observer la dynamique de vol des pucerons et ainsi de placer au mieux en fait les dates d'aspiration et de notation que je vais détailler juste après. Les pucerons ont également été capturés sur des plaques jaunes engluées qui ont été placées, donc une plaque sur chaque bande, ce qui nous a permis de faire un comparatif entre les différentes associations de culture. Cette méthode, par contre, elle n'a pas permis de rendre compte, enfin d'identifier les pucerons, mais elle a toutefois, par contre, permis aussi une capture des cicadelles Psamothetix alienus. Des notations visuelles ont aussi été réalisées, donc cette fois directement sur végétation, pour essayer d'observer l'installation des pucerons en végétation directement dans la parcelle. Et enfin, des aspirations ont permis la collecte d'insectes, donc principalement insectes auxiliaires, ce qui nous a permis de rendre compte un peu de la diversité des insectes, puisque certains sont difficilement observables facilement à l'œil nu. Et ça nous a aussi permis de capturer les hyménoptères parasitoïdes dont a expliqué un peu le fonctionnement Jean plus tôt, qui ensuite ont été envoyés au labo de l'Institut Agro pour une analyse des sucres glucidiques, pour des analyses glucidiques. Donc si on va commencer par présenter les résultats au niveau des cicadelles Psamothetix alienus. Donc, ce qu'on peut voir à gauche, c'est le graphique de présentation du suivi hebdomadaire de la dynamique de piégeage en fait obtenu sur l'automne 2022. Donc, automne 2022, récolte 2023. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est qu'il semblerait comme ça à première vue qu'on ait quand même moins de cicadelles dans les bandes d'associations de culture que dans le blé seul. Mais ensuite, ce qu'on a pu observer en fait en faisant les analyses statistiques, c'est qu'on n'a aucun résultat significatif qui ressort de ces analyses-là. Et en fait, on a uniquement en 2020 où on a pu avoir une association de culture, donc Blé-Févrole, qui était la seule association qui était évaluée à ce moment-là, qui a permis une réduction des populations de cicadelles Psamothetix alienus de façon significative. En revanche, en 2021, on n'a pas eu assez de données en fait pour pouvoir conclure. Donc globalement, on n'a pas pu conclure sur l'effet des plantes compagnes sur Psamothetix alienus. Alors, il est possible que, en fait, on ait eu que l'implantation de nos essais ne nous ait pas permis d'observer vraiment cet effet, puisqu'on avait des essais qui étaient placés plutôt éloignés des bordures, pour derrière permettre des analyses au niveau de la faune auxiliaire, notamment terricole, qui nécessitent d'être éloignés des bordures, mais au niveau des cicadelles Psamothetix alienus, il valait mieux être plus proche des bordures pour vraiment voir un effet des dégâts de Psamothetix sur les cultures. Donc le fait d'avoir été plus éloigné a pu aussi diluer les effets potentiels qu'on aurait pu voir, et ce qui ne permet pas donc d'avoir des conclusions significatives du point de vue de la régulation de ce ravageur-là. Donc maintenant, si on s'intéresse plutôt aux pucerons qui sont vecteurs donc de la jaunisse nanisante de l'orge, on a commencé par réaliser un piégeage en cuvette qui nous a permis d'observer une dynamique de vol. Donc ce qu'on peut voir à gauche, donc on a les 3 années du projet, donc en rouge 2020, l'année 2020, donc automne 2020, récolte 2021, en bleu
automne 2021, récolte 2022, et en vert, automne 2022, récolte 2023. Et donc, on a placé en pointillé en jaune l'année 2013, qui est la référence basse des bulletins de santé du végétal au niveau des populations de pucerons, des effectifs, et en 2014, l'année de référence haute des bulletins de santé du végétal. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des cuvettes des pièges qui répondent déjà très bien dès le début en fait, du piégeage, en semaine 42 ou semaine 43, avec déjà des populations assez importantes, un pic dès le début. Donc dès la pose en fait des cuvettes qui ont été posées dès le semis du blé. Donc on a une arrivée assez précoce des pucerons. Et on remarque aussi donc, deux choses, donc que l'année automne 2022, récolte 2023 en vert, c'est en fait notre meilleure année au niveau, c'est l'année où on a eu le plus de pucerons, donc qui s'apparente un peu plus, s'apparente un peu plus à la référence haute. Et en revanche, l'année 2021 a connu vraiment de très très faibles effectifs de pucerons, donc proche en fait de la référence basse. Et cette année-là en fait nous a pas permis derrière d'avoir de résultats puisqu'on avait vraiment trop peu d'effectifs. Donc maintenant, si on regarde un peu le comparatif entre les bandes d'essai, entre les bandes de culture associée et le témoin, donc sur la diapo suivante, on a pu observer en 2020 qu'on avait statistiquement moins de pucerons dans l'association blé-févrole que dans le témoin en blé seul. Donc à l'automne 2021, comme je l'ai dit, il y avait trop peu de données, donc on n'apporte aucune conclusion là-dessus. Et à l'automne 2022, cette fois, on a eu statistiquement moins de pucerons en association blé-pois que dans le témoin blé seul. Donc c'est ce qu'on peut retrouver sur le graphique à gauche, où c'est un suivi hebdomadaire des populations, donc des effectifs de pucerons, et où on observe que dans l'association blé-pois, donc en gris, on est quand même très largement inférieur en termes d'effectifs au blé seul qui est en bleu. Donc globalement, on a eu moins de pucerons dans les bandes associées blé-févrole en 2020 et blé-pois en 2022. Donc toujours automne 2022. Donc ensuite, on a réalisé des notations visuelles directement en végétation pour observer l'installation des colonies en végétation. Donc après avoir observé qu'on pouvait avoir l'arrivée des pucerons, on a observé directement leur installation. Donc là, on n'a eu aucun résultat significatif. Donc il est possible qu'en fait, comme on a pu voir précédemment, on a eu des pièges qui ont très bien répondu dès le début, dès le semis, en fait, dès la pose des pièges qui étaient prévus dès le semis. Malgré un effort pour anticiper les semis, il y a pu y avoir un manque de concordance du coup entre l'arrivée des pucerons qui arrivaient très tôt dans les parcelles, alors que le blé n'était pas encore levé. Donc ils n'ont pas forcément pu correctement s'installer. Donc du coup, en fait, les pièges, comme ils ont été posés dès le semis, ils peuvent permettre d'observer un nombre quand même assez important certaines années de pucerons sur site, mais pas forcément au moment où le blé est élevé. Donc au final, on n'a pas pu observer vraiment cette installation dans les bandes d'essai sur les plantes. Donc après avoir réalisé ces notations visuelles, on a procédé à des aspirations des insectes présents pour essayer de regarder un peu la partie auxiliaire de culture. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que parmi les insectes collectés, on avait en grande majorité des punaises entochorides, des hyménoptères parasitoïdes, des pucerons et des staphylins, et en plus petite quantité des carabes, des coccinelles et des cirfes. Donc le nombre total d'individus, comme on peut le voir en bas à droite, a sensiblement augmenté avec 491 insectes collectés en 2020 contre 615 en 2022, ce qui est dû en fait à une augmentation des distances de bandes aspirées, puisque la première année, en fait, on a pu observer des effectifs très faibles d'hyménoptères parasitoïdes capturés, donc ce qui rendait difficile derrière les analyses glucidiques par le laboratoire de l'Institut Agro. Et donc, du coup, on a décidé d'augmenter ces effectifs. Donc par la suite, je vais détailler uniquement les résultats pour les punaises entochorides et les hyménoptères parasitoïdes. Donc les punaises entochorides étaient intéressantes puisque ce sont des prédatrices généralistes qui vont consommer des proies assez variées, donc telles que notamment des pucerons, des cicadelles. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que sur les 3 années du projet, on a toujours eu davantage de punaises entochorides dans l'association blé-févrole. Et on a également eu davantage de punaises entochorides dans l'association blé-vesse les 2 dernières années. Donc c'est les 2 années où en fait cette association-là a été mise en place.
Donc, au niveau des punaises entochorides, les associations blé-févrole, blé-vesse semblent particulièrement importantes pour faire en sorte qu'il y ait davantage de punaises entochorides en leur fournissant potentiellement un climat plus favorable avec un couvert assez important qui leur permette d'avoir plus de proies et donc d'être plus présentes. Au niveau des hyménoptères parasitoïdes, de la même manière, on a remarqué la première année davantage d'hyménoptères parasitoïdes des pucerons dans l'association blé-févrole. Donc la première année uniquement. La deuxième année, je ne vais pas revenir dessus puisque voilà, on n'avait pas assez de données de façon générale. Mais la dernière année, on a eu cette fois davantage d'hyménoptères parasitoïdes dans l'association blé-pois. Et donc si on se souvient tout à l'heure, quand on parlait des pucerons directement, on avait pu observer davantage de pucerons dans le témoin que dans l'association blé-pois. Donc, il semblerait qu'il y ait peut-être un effet de régulation via les hyménoptères parasitoïdes qui sont vraiment des régulateurs spécifiques des pucerons dans l'association blé-pois. Donc, globalement, si on regarde un peu le bilan de l'ensemble des éléments qui ont été réalisés sur les ravageurs et la faune auxiliaire, on remarque que en vert, c'est l'ensemble des critères qui ont été positifs pour une association. Donc, on a pu remarquer une diminution du nombre des cicadelles, alors uniquement dans l'association blé-févrole la première année. Donc là, ce serait quand même à poursuivre pour voir si on pourrait avoir un effet par la suite en mettant en place peut-être des expérimentations plus adaptées pour ce suivi-là. Ensuite, au niveau des pucerons, on avait pu observer donc moins de pucerons ailés dans l'association blé-févrole en 2020 et dans l'association blé-pois en 2022, ce qui correspond aux meilleurs effectifs d'hyménoptères parasitoïdes des pucerons, donc avec davantage d'hyménoptères dans l'association blé-févrole en 2020 et dans l'association blé-pois en 2022. Et on avait observé aussi davantage de punaises entochorides, donc qui sont prédatrices cette fois généralistes, dans l'association blé-févrole la première et la dernière année, donc en 2020 et 2022, et aussi davantage de punaises entochorides dans l'association blé-vesse en 2022. Donc je vais laisser la parole maintenant à Bruno Jaloux qui va vous parler plus spécifiquement des hyménoptères parasitoïdes qui lui ont été envoyés pour réaliser des analyses glucidiques. Bonjour à tous, donc Bruno Jaloux, je suis membre de l'Institut de génétique, environnement et protection des plantes, c'est un laboratoire UMR dont l'Institut Agro fait partie. Et avec mon équipe, donc, je me suis intéressé aux ressources consommées par les hyménoptères parasitoïdes de pucerons des céréales à l'automne. Je crois que ça ne passe pas. Quelqu'un peut passer les diapos à ma place? La diapo est passée, là, tu la vois pas. Ah d'accord, c'est bon, ça arrive. Donc, nous sommes partis de l'hypothèse que les cultures de blé pur à l'automne, en fait, étaient pauvres en sources de nectar. Hein. De toute façon, le blé ne produit pas de nectar. Et avec le désherbage, en fait, on a des adventices qui sont peu présentes. Et en autre alternative, donc des pucerons, éventuellement d'autres cultures qui pourraient héberger en fait des hyménoptères parasitoïdes, ce qui limiterait en fait la régulation naturelle par les parasitoïdes. Et donc, nous avons voulu vérifier plusieurs choses. D'une part, est-ce que ces ressources sont réellement limitantes? Est-ce que les parasitoïdes manquent de nourriture et d'autres, en fait, à l'automne, dans ce milieu? Est-ce que lorsqu'on met des cultures associées qui présentent d'autres ressources, elles sont réellement consommées par ces auxiliaires? Est-ce que on va pouvoir faire un lien entre la fourniture de ressources alimentaires et le contrôle biologique? Ah, c'est bon. Donc, dans les différentes bandes qu'on a testées, en fait, on va avoir des ressources qui vont être assez différentes. Dans le blé seul, dans la bande B0, en fait, les parasitoïdes ne vont trouver en fait que des pucerons des céréales, mais il y a plusieurs pucerons des céréales qui peuvent être des hôtes de plusieurs espèces de parasitoïdes. Et puis, uniquement en termes de sources d'alimentation, du miela. Le miela qui est produit par les pucerons des céréales. Dans la bande B1, donc la bande B plus févrole, on va avoir une diversité de ressources qui vont être plus importantes, avec des pucerons des céréales, mais aussi des pucerons des légumineuses, dont certaines espèces sont des hôtes potentiels de parasitoïdes qui sont utiles pour la régulation des pucerons des céréales, comme Aphiducervi. Et puis la févrole produit assez tôt en saison, en fait, dès qu'elle sort de terre,
du nectar extrafloral, qui est une source de nourriture réputée de meilleure qualité nutritionnelle que le miela. Et donc, il pourrait nourrir les parasitoïdes, les attirer, leur permettre d'avoir une meilleure longévité, une meilleure fécondité, et donc une meilleure régulation ensuite des pucerons. Dans le blé plus pois, on a des autres alternatives sur le pois avec du miela, mais pas forcément de gain en termes d'alimentation sur du nectar. Et puis, dans la veste, on a une situation qui est un petit peu similaire au blé plus févrole, sachant que, par contre, dans la veste, la production de nectar extrafloral est produite en fait plus tard, lorsque la veste commence à produire des inflorescences. Et donc, a priori, dans notre système, la veste ne produisait pas encore beaucoup de nectar extrafloral. Donc pour étudier ces questions, en fait, on a utilisé une approche particulière, une approche qu'on appelle d'inférence de l'histoire nutritionnelle à partir des profils biochimiques. Le principe de cette méthode, c'est de partir d'individus de parasitoïdes d'élevage, que l'on a en élevage ici dans nos laboratoires, et auxquels on va donner en fait des ressources connues, des sources de nourriture, par exemple. On va leur faire un régime alimentaire très strict et contrôlé, avec soit que du nectar, soit que du miela. On peut tester différents mielas de différents pucerons, soit non nourris. On peut aussi les faire se développer dans différents hôtes, comme des pucerons des céréales, des pucerons du blé pour Aphidus cervi, par exemple, Cytobio avene, et des pucerons des légumineuses, Acertosiphon pisum. Ensuite, on va pouvoir donc les analyser avec une procédure d'analyse par HPLC, et on va obtenir des profils de référence, c'est-à-dire des profils que l'on sait associer à une source de nourriture. On va fournir ces profils, en fait, à un algorithme de classification qui va être entraîné avec ces profils. C'est de ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire que le logiciel, enfin le programme informatique, va essayer d'associer, en fait, certaines caractéristiques des profils à une source de nourriture particulière. Donc ça permet d'obtenir un algorithme qui va être entraîné. Ensuite, on va aller capturer dans les parcelles les parasitoïdes, dans les différentes modalités. On les analyse de la même façon que les individus de laboratoire. On obtient des profils et on va fournir ces profils à l'algorithme de classification qui va nous les répartir en fait en différentes classes. Nourris, non nourris, nourris de miela, nourris de nectar, et éventuellement issus du puceron du blé, par exemple, ou issus du puceron des légumineuses. Ensuite, on va calculer des proportions. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Donc, on va pouvoir calculer des proportions et on va tester pour voir si ces proportions changent, en fait, en fonction de la modalité. Alors, cette technique, on l'a déjà éprouvée, en fait, notamment au printemps, dans différents projets, des projets européens comme le projet Progrès Live en 2018, où en bio, on a testé des parasitoïdes que l'on a capturés soit dans des associations triticales pures, soit triticales févroles, et on a obtenu les résultats suivants. Donc, on voit en fait qu'on a des individus. Alors, la première information qu'on a trouvée, c'est qu'on n'a jamais trouvé au printemps de parasitoïdes qui n'étaient pas nourris et que majoritairement, ces parasitoïdes se nourrissaient de miela. On a un petit effet qui semble apparaître avec du nectar plus important dans les associations, au cœur des associations, mais c'est quelque chose qui est non significatif. Lors d'un autre projet européen, le projet Remix, en 2021, on a testé différentes associations, arrangement spatial de l'association blé-févrole, et on a observé en fait qu'à l'inverse, on a en fait la plupart des parasitoïdes qui se nourrissent essentiellement de nectar, avec une proportion moins importante lorsqu'on se trouve dans la micro-parcelle où on a uniquement du blé pur. Et c'est une parcelle aussi qui était très riche en adventices, liée au problème de désherbage en bio lorsqu'on a des céréales avec des légumineuses. Et donc, ce qui peut expliquer qu'il y avait une disponibilité importante en fait, de sources de nectar. On voit en tout cas qu'au printemps, on n'a jamais trouvé d'individus qui avaient des difficultés pour trouver de la nourriture et que la source de nourriture qui est privilégiée varie énormément. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne à l'automne grâce aux données ici-bas. Donc, on a capturé des femelles aphidilinées dans les différentes bandes, et comme on l'a un petit peu suggéré déjà auparavant,
on a eu un gros souci, c'était le nombre d'individus qu'on a réussi à capturer. Très faible en 2020, un tout petit peu supérieur en 2021 et enfin quelques individus en 2022. Mais on est très loin en fait des quantités qu'on s'attendait à avoir et on a été obligé de faire des regroupements et de ne pas pouvoir les tester statistiquement. On aurait dû en capturer environ 10 ou 20 fois plus pour pouvoir avoir un échantillon qui permettait en fait de faire des proportions ensuite par parcelle par exemple et par site. On remarque quand même qu'on a, là c'est en 2022, une répartition avec différents genres qui sont mentionnés, des aphidus, qui sont les individus, le genre que l'on souhaite particulièrement étudier, mais aussi d'autres groupes comme les Diarrhetiella, Diarrhetiella râpée, qui est une espèce qui est plutôt inféodée aux crucifères, et ce qui correspond à la présence dans les parcelles de beaucoup de repousses de colza, qui peut expliquer cette présence. Et les repousses de colza peuvent aussi être une source de nourriture. Donc, on a des effectifs capturés qui sont faibles malgré un échantillonnage qui va être renforcé, des conditions qui sont meilleures et une date qui va être avancée pour pouvoir les capturer au mieux. Mais on a vraiment des échantillons qui sont des effectifs de parasitoïdes à l'automne qui sont très faibles. Donc, on peut se demander si c'est lié à un manque de ressources. Et donc, on a fait des analyses. Alors, ces analyses, on n'a pas pu les traiter statistiquement, il y avait trop peu d'individus. Il a fallu faire des regroupements là, pour vous présenter ces graphiques-là, donc ça a une valeur assez limitée en termes de robustesse. Mais on voit qu'en 2020 et 2021, en poulant les 2 années, on va avoir en fait des individus qui ont été capturés, qui vont s'alimenter assez souvent de nectar, parfois de miela. Et pour la première fois dans toutes les analyses qu'on en a fait dans les différents projets, on a trouvé des parasitoïdes, 3 en l'occurrence, qui ne s'étaient pas alimentés, donc il y avait eu des difficultés pour trouver de l'alimentation durant la dernière journée environ. Et donc ça, à cette époque-là, on peut se dire qu'il y a très peu d'individus qui ont réellement des difficultés pour s'alimenter et qui peuvent s'alimenter sur le nectar. À l'inverse, lorsque en 2022, on a eu un effectif plus important, on a eu des résultats qui étaient très différents avec une proportion très très importante d'individus en fait qui se sont alimentés de miela. Et ça peut être lié en fait à la disponibilité beaucoup plus importante de pucerons à cette année-là. Et donc, s'il y a plus de pucerons, on voit que ces animaux, même s'il y a des sources de nectar qui sont disponibles, par exemple avec le colza, par exemple avec la vesse ou avec la févrole, ces animaux en fait vont s'alimenter sur les sources qui sont les plus disponibles dans l'environnement, mais pas forcément sur celles qui sont les meilleures, et elles ne semblent pas en fait avoir de grandes difficultés à s'alimenter. Donc les conclusions, en fait, c'est qu'on n'a pas de tendance stable, on a une alimentation qui est majoritairement sur le nectar d'un côté et majoritairement sur miela de l'autre. En fait, en conclusion sur cette partie analyse glucidique des parasitoïdes, on a quelques limites du dispositif et de la méthode. La première limite, c'est que les dispositifs en bande adjacente, on a essayé de les mettre les plus larges possibles, il y avait beaucoup de contraintes, mais ça a permis en fait des mouvements des hyménoptères qu'on a mis en évidence notamment par des captures d'hyménoptères que l'on a déterminées comme étant issues d'un puceron, par exemple des légumineuses, dans des parcelles de céréales pures. Donc on a des mouvements des hyménoptères entre les bandes qui est hautement probable, et aussi bien pour s'alimenter que pour trouver des hôtes. Et ensuite, on a une limitation qui est due à la méthode, c'est que pour trouver un intérêt à l'apport de nectar, il faut se mettre dans des conditions qui sont limitantes. Si les conditions sont limitantes, on a peu de parasitoïdes et on a des difficultés en fait à avoir suffisamment de parasitoïdes pour mesurer l'intérêt de l'apport du nectar. Donc c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. C'est difficile de déterminer en fait avec cette méthode des ressources limitantes quand les ressources sont limitantes. On n'a pas vu par contre d'effet d'association sur l'abondance des parasitoïdes, en tout cas dans les aspirations telles qu'on nous ont été données, et pas de preuve du caractère limitant de la nourriture dans ce système. Donc on a l'impression d'avoir une forte variation des sources de nourriture qui sont consommées selon les années et qui pourraient dépendre beaucoup de la disponibilité du puceron et du miela. Lorsqu'il y a beaucoup de pucerons et beaucoup de miela, ces parasitoïdes passent leur temps en fait à les parasiter et à s'alimenter sur le miela qui est présent juste à côté. Et donc, on n'a pas forcément démontré d'intérêt de l'apport de ressources via l'association de culture pour favoriser les parasitoïdes à l'automne via cette manip. Voilà. Merci Bruno. Merci Bruno.
La parole à Flora. Merci. Donc, bonjour à tous, donc Flora Couturier-Boiton, je travaille au laboratoire d'éco-entomologie et je vais vous présenter donc les résultats de l'étude menée par mes collègues, donc Julie Leroy et Jean-David Chaplin-Viscardi sur la faune terricole. Donc l'objectif de l'étude, c'était de mesurer l'impact des cultures de blé associées à plusieurs plants de campagne à l'automne sur la faune auxiliaire terricole. L'hypothèse qui a été formulée est que ces cultures, la présence de plantes de campagne dans le blé durant l'automne favorise cette faune terricole et donc le développement d'auxiliaires de culture actifs sur pucerons et cicadelles. Pourquoi on peut faire cette hypothèse? Alors, on en a déjà un peu parlé avant, mais au final, on fait cette hypothèse parce que les plantes qu'on a choisies, les plantes de campagne qu'on a choisies, sont susceptibles de fournir pour différentes sources de nourriture, notamment des proies de substitution, ainsi qu'un gîte intéressant pour ces auxiliaires terricoles. Alors, comment ont été faits les suivis? Donc, Jean en a parlé, on a fait le choix de mettre en place des pièges barbeurs. Donc, ces pots barbeurs, ce sont des pièges qui sont non attractifs, ça c'est très important. C'est simplement un pot enterré dans le sol avec à l'intérieur une solution d'eau, de sel et de liquide vaisselle pour que les arthropodes rampants soient piégés. En fait, ils tombent mécaniquement dedans et sont piégés. Donc, on récolte ces pièges et on les étudie. Donc, parmi les arthropodes suivis, donc, on distingue deux groupes d'arachnides, donc les opilions qu'on appelle communément les faucheux, et les araignées. Donc, ces arachnides sont pour la plupart des prédateurs généralistes, c'est-à-dire qu'ils prédatent différents arthropodes en fonction des opportunités. On a également suivi deux groupes d'insectes, donc deux groupes de coléoptères, que sont les carabes et les staphylins. Là aussi, en fait, la plupart des espèces appartenant à cet taxon sont des prédatrices généralistes à l'état adulte et larvaire à cette période de l'année. Potentiellement, en fait, les 4 groupes qu'on étudie sont susceptibles, comme ils sont essentiellement généralistes, pour faire une généralisation, ils sont susceptibles de prédater des pucerons et des cicadelles à l'automne. Ça, c'est vraiment. Il faut d'ailleurs sortir de cette, de ce couple qu'on fait toujours carabe-limace. C'est très, très réducteur. Au niveau des suivis, donc ce qui a été fait, les pièges ont été positionnés donc au milieu des bandes. Donc, c'est vraiment dans le suivi en bande. Les pièges sont positionnés au milieu des bandes pour limiter les biais. Ensuite, les relevés ont été faits durant 4 semaines, toutes les années. La première année, on avait seulement donc 2 modalités, vous l'avez compris, et 4 pièges posés et étudiés, alors que les 2 autres années, on avait donc 4 modalités, 5 pièges posés, mais seulement 4 étudiés. Comme pour la partie agro, comme ce que Baptiste vous a présenté, en fait, on a sélectionné ensuite les parcelles dans lesquelles les protocoles avaient été, les bandes avaient le mieux réussi, en fait, pour faire notre étude. Donc, toutes les parcelles n'ont pas été étudiées. Alors, maintenant, quels sont les résultats de ces suivis? Quand même le plus intéressant. De manière générale, déjà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on constate qu'on piège chaque année pas loin de 10 000 arthropodes parmi ces 4 groupes-là. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, l'objectif n'est pas de comparer, bien sûr, les années les unes entre elles, parce qu'on n'a pas la même pression d'échantillonnage. On vient de le voir, ça n'a rien à voir. Mais ce que ça nous permet de faire, en fait, ce que nous permettent ces effectifs, c'est de dire que la pression d'échantillonnage était suffisante et qu'on peut avoir une analyse avec des résultats qui seront robustes. Alors, c'est le cas essentiellement pour les carabes, puisque vous voyez, on a plus de 6 000 individus par année de capturés, et aussi pour les opilions, parce que pour les opilions, on a entre 500 et 3 000 individus capturés, donc c'est conséquent. Ah, par contre, en revanche, c'est moins le cas pour les staphylins et les araignées. Là, on a des effectifs qui sont quand même relativement faibles, et donc toute analyse devra être vraiment réalisée avec précaution. On n'a pas des effectifs suffisants en fait pour que nos analyses soient fiables. La diversité des carabes. Non, juste avant. Pardon, Céline. Jean. Juste avant, on a aussi mesuré la diversité des carabes. Donc, on se rend compte que chaque année, on a entre 29 et 35 espèces différentes. Et on a une constante, c'est que parmi ces espèces, on a une espèce qui domine, qui est Nebria salina. C'est une espèce de milieu ouvert, qui est une prédatrice généraliste et qui c'est sa période de reproduction. L'automne, c'est sa période de reproduction, donc elle est présente dans les parcelles.
Après, en dehors de cette espèce-là, en fait, on a globalement toutes les espèces capturées sont prédatrices à l'état adulte comme larvaire, donc on a bien un potentiel de régulation. Ça, c'est vraiment important d'aller à l'espèce pour savoir voilà, si le potentiel est là. Alors maintenant, si on regarde les résultats de l'essai. Donc, on a essayé de représenter de manière la plus synthétique possible ces résultats. Vous avez ici les résultats donc département par département pour les 3 années de suivi. Quand la case est en vert, ça signifie que les effectifs ou la diversité des taxons, des modalités associées, étaient en majorité supérieure à celui du témoin. Quand c'est en bleu, c'est à l'inverse que le témoin était majoritairement supérieur. Quand la case présente un plus, là, c'est que dans au moins une situation, on avait une comparaison de moyenne qui était statistiquement significative. Globalement, qu'est-ce qu'on constate avec ça? C'est qu'on a une majorité de cas où ce sont les bandes avec les plantes compagnes dans lesquelles les effectifs étaient supérieurs ou la diversité. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas le cas des staphylins, mais je vous l'avais dit, attention, pour les staphylins comme pour les araignées, les résultats les données ne sont pas assez fiables en fait pour qu'on fasse des analyses. Donc ça, voilà, il faut pas faire de conclusion là-dessus. Par contre, en termes d'effectifs, de diversité de carabes et sur les opilions, on a quand même des choses qui sont intéressantes. C'est une tendance. Si ensuite on regarde par rapport, si on veut discriminer en fait une modalité par rapport à l'autre, donc une association, une plante par rapport à l'autre en termes d'intérêt, eh ben, on se rend compte que c'est compliqué. En fait, on a des associations qui apparaissent positivement dans un cas, dans un département une année, puis dans un département différente, dans le même département l'année suivante. Donc voilà, c'est compliqué de faire distinction entre ces plantes. On a l'impression, la seule tendance qu'il y a, c'est que l'association Blévès est légèrement moins souvent supérieure aux témoins que les 2 autres associations. Alors, est-ce que c'est parce que la veste se développe un peu plus lentement que les 2 autres? Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être une petite différence avec ça, mais on n'est pas en mesure, en tout cas, de donner vraiment des tendances majeures, quoi. Du coup, en conclusion, merci. Donc, pour conclure, on a donc bien une faune auxiliaire terricole active durant l'automne, surtout en ce qui concerne donc les carabes et les opilions. Et on observe de manière générale une tendance à avoir des effectifs d'auxiliaires terricoles supérieurs dans les modalités avec plantes compagnes, sauf pour les staphylins, de même qu'une diversité de carabes plus élevée. Il faut néanmoins, attention, les résultats sont très variables en fonction des sites, en fonction des années, en fonction de la réussite de la bande. Donc aujourd'hui, avec les résultats qu'on a, ils ne permettent pas en fait de conclure définitivement sur l'effet de la pratique. Je laisse maintenant la parole du coup à Clara. Merci. Donc, bonjour à tous. Clara Hay, conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Indre. Donc moi, je vais vous présenter les principales conclusions du projet. Donc tout d'abord, concernant l'évaluation de la pratique de l'association au blé, je vous ai représenté ici les différentes variables étudiées dans le projet. Donc en rouge, quand les associations ont eu un effet plutôt négatif, en vert quand ça a eu un effet globalement positif, et en gris quand on n'a pas eu d'impact significatif. Donc pour commencer avec la partie agroéconomique, donc on a observé globalement un effet plutôt négatif des associations sur le rendement et la marge du blé, et pas d'effet vraiment significatif sur la qualité. Donc ensuite, sur la pression ravageur virose, on a observé un effet globalement positif sur les pucerons, donc avec une diminution du nombre de pucerons dans les parties associées. Même si on a observé des tendances plutôt positives sur les cicadelles et les viroses, donc ce n'était pas significatif, mais ce qui peut être lié aux effectifs assez faibles de cicadelles et la pression virose assez faible aussi les 3 années du projet. Donc ensuite, sur la présence d'auxiliaires volants, on a observé un effet plutôt positif des associations sur les hyménoptères parasitoïdes, même si on n'a pas pu le relier à leur alimentation, et un effet positif aussi sur les punaises anthocorides.
Et par contre, pas spécialement d'effet donc sur tout ce qui est coccinelle, cirf, etc., qui sont présents en faible effectif à l'automne. Et donc enfin, sur la présence d'auxiliaires terricoles, donc on a eu un effet positif globalement des associations sur les carabes et les opilions. Et donc on n'a pas pu mettre en évidence d'effet donc sur les staphylins et les araignées, mais qui, voilà, comme on l'a dit, étaient présents en trop faible effectif pour pouvoir faire des analyses robustes. Donc on a également identifié quelques freins à la mise en place de cette pratique par les agriculteurs. Donc tout d'abord le fait que donc, ça nécessite de posséder un semoir à semis direct. La gestion du désherbage qui est rendue compliquée par le fait de vouloir maintenir le couvert vivant. Et la levée des couverts qui est souvent difficile en période estivale. Donc on a également identifié quelques perspectives intéressantes suite à ce projet. Donc la première, c'est que là, les résultats qu'on a obtenus étaient globalement dans des situations avec une faible présence de virus ces 3 années. Et donc on pourrait imaginer que avec une forte présence de virus, on pourrait avoir des résultats plus significatifs. Ensuite, donc dans d'autres projets et études, il a été mis en évidence d'autres effets bénéfiques découverts qui n'étaient pas étudiés ici, comme par exemple une meilleure accessibilité des éléments minéraux pour la culture. Donc en lien avec ça, on peut imaginer que dans d'autres conditions, telles que des conditions limitantes en azote, on aurait pu avoir un impact plus favorable découvert. Donc ensuite, par rapport à l'évaluation économique, comme on l'a évoqué un petit peu dans la première partie de questions-réponses, ici, donc on ne récoltait pas les couverts, mais donc on aurait pu effectivement avoir un impact économique plus positif si on avait été dans le cas d'une double culture, même si donc ça implique d'avoir un triage, c'est un peu plus compliqué. Et donc enfin, on peut aussi imaginer d'autres manières en fait d'utiliser ces associations de culture, en les disposant différemment, par exemple en ayant des bandes de couverts voisines du blé au lieu d'une association stricte, ce qui pourrait notamment régler les problèmes de désherbage. Donc enfin, suite à ce projet, on a abouti à un itinéraire technique adapté donc à la culture de blé associé. Donc je vais vous présenter ici sous forme de différentes recommandations. Donc la première porte sur le choix de l'espèce de couvert. Donc nous, on recommande plutôt la févrole. Pourquoi? Parce que elle a une meilleure rusticité que les autres et donc on a observé globalement une meilleure levée, un meilleur développement et une meilleure résistance aux herbicides qui peuvent être appliqués sur le blé. Donc en termes de préparation, on recommande donc un déchômage précoce et une préparation du sol en vue du semis découvert. Donc pour le semis découvert, donc 1 mois à 3 semaines avant celui du blé, avant une pluie annoncée ou sur sol humide pour favoriser la levée, à une densité donc dans le cas de la févrole de 30 pieds par mètre carré et avec un semoir à céréales réglé pour grosses graines. Et donc ensuite, on vient semer le blé en direct dans la févrole quand elle a atteint 4 feuilles, plutôt tardivement, et à densité classique. Donc on a fait également un point spécifique sur la gestion du désherbage, puisque, donc, comme on l'a vu, c'est un enjeu dans les cultures associées. Donc avant le semis, bien gérer donc, les adventices et les repousses en amont. Donc pour ça, on peut faire des faux semis 1 mois et demi avant le semis du blé. Et si nécessaire, on peut appliquer un glyphosate, mais donc attention à un maximum 360 grammes avant l'implantation du blé pour ne pas détruire la févrole. Et donc après le semis du blé, donc on peut faire un désherbage classique, donc avec une prélevée ou une pré plus post, avec à nouveau attention, donc un seuil de 100 grammes maximum de diflufénicant pour ne pas détruire la févrole. Et par contre, si on prend une autre espèce de couvert, les seuils sont plus bas. Et donc enfin, pour la destruction du couvert, donc si on veut maximiser
les effets positifs qu'on peut avoir du couvert sur le rendement, on recommande plutôt une destruction au printemps avec une hormone, sauf si le couvert concurrence trop le blé. Dans ce cas, il vaut mieux le détruire plus tôt, donc par broyage ou chimiquement. Donc enfin, dans ce projet, donc on a produit un certain nombre de livrables. Donc je ne vais pas tout vous détailler, mais juste vous dire qu'est-ce qui peut être intéressant à les regarder. Donc tout d'abord, on a tout ce qui est synthèse et rapport écrit, donc qui permettent d'aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on a pu vous dire. Donc ensuite, on a aussi produit donc une fiche de recommandation aux agriculteurs qui souhaiteraient mettre en place cette pratique, donc qui reprend un peu ce que je vous ai dit. Et également, pour un côté plus ludique, on a aussi réalisé donc, une vidéo avec un prestataire donc, qui présente l'ensemble du projet et un album photo qui présente les différents auxiliaires qu'on a pu observer au cours du projet. Et donc, tous ces livrables, vous pourrez les retrouver sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Donc, merci à tous pour votre attention. Et donc, on va maintenant passer à la seconde phase de questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci Clara. Donc, on a déjà quelques questions. Donc, suite à vos travaux, donc ça c'est plus une remarque, suite à vos travaux insectes, finalement la févrole semble être une plante compagnie intéressante. Donc oui, on confirme. Pour limiter les effets bandes adjacentes, mouvement des insectes, ne faudrait-il pas plutôt suivre des parcelles suffisamment espacées sur le territoire? Si je peux essayer de tenter une réponse. Bien sûr, hein, mais souvent ces dispositifs expérimentaux sont issus de compromis entre ce qui serait idéal pour chacune des mesures et puis aussi avec les aspects de faisabilité technique et économique hein, de réaliser ces expérimentations. L'espacement des parcelles aurait été meilleur, mais ça voudrait dire la mettre aussi dans des parcelles de blé pur, et donc on aurait pu avoir des transferts aussi depuis la parcelle elle-même et puis les bandes dans lesquelles on l'aurait inséré. On aurait pu aussi penser à agrandir hein, tout simplement ces bandes, mais bien sûr c'est des problèmes économiques. Et puis après, si on les espace trop, on peut avoir aussi des influences justement du paysage environnant. Là, le but c'était quand même d'avoir des choses qui soient dans un environnement à peu près homogène de chacune des bandes. Et donc si on avait quelque chose de plus large, de plus grand, on pourrait avoir certaines modalités qui soient plus proches d'un aménagement ou d'un autre, et donc ça a pu avoir un effet aussi. Merci Bruno. Quels étaient les précédents culturaux et techniques sur vos parcelles de bandes d'essai? Peut-on vraiment espérer un développement suffisant d'auxiliaires de culture et donc un effet sur la JNO, etc., en 3 années d'essai, sans une réflexion globale à l'échelle du paysage? En bio ou en agriculture de conservation, les effets se voient au bout de 4-5 ans suite à une réflexion globale sur la ferme. IAE rotation. Je ne sais pas qui veut répondre. Question, oui, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir des effets au bout de si peu de temps et puis est-ce que ça ne dépend pas aussi des précédents culturaux, quoi. Alors pour les précédents culturaux, moi je ne pourrais pas répondre. Par contre, sur la deuxième partie de la question, sur est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus global au niveau du système de culture et de la ferme, en fait, là, l'objectif hein, du projet, c'était d'étudier l'influence des associations de culture. Et c'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu partout dans beaucoup d'études, et maintenant qui a été un peu théorisé, c'est que ces mesures, en fait, pour favoriser le contrôle des auxiliaires à faible échelle, souvent, elles vont être efficaces quand les ressources sont limitantes. S'il y a déjà des ressources énormes dans l'environnement, en fait, le fait de prendre la peine de faire une association pour apporter des ressources est peu efficace. À l'inverse, si on est dans un milieu qui est très pauvre, les populations d'auxiliaires indigènes sont trop faibles pour que l'apport de ressources puisse avoir un impact. Et donc, souvent, on dit qu'il faut se placer dans
dans un niveau de paysage intermédiaire où on a suffisamment d'auxiliaires qui sont présents de façon naturelle, et donc avoir quand même quelques zones de refuge ou des choses comme ça, mais que le système soit limitant en ressources pour que le fait d'en apporter ait un impact. Et donc, c'est difficile de faire ce compromis et de trouver le juste milieu. Si on s'était mis dans des fermes qui étaient, comme on l'a fait nous au printemps, déjà très diversifiées avec énormément de ressources partout, en fait, le fait de faire une association de culture, souvent, n'a pas d'effet puisque, en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut et il n'y a pas forcément besoin de s'embêter à faire ça. Merci. Alors là, je vais pouvoir répondre. Le projet est-il terminé ou se poursuit-il? Donc, le projet est terminé. Donc là, on est vraiment dans la production des livrables. Et d'ailleurs, alors, ça va être mis en ligne sur Internet. Et ce qu'on va faire, on vous enverra en fait à tous les participants un mail là d'ici une semaine ou deux avec le lien pour vous dire où vous pouvez trouver les productions du projet sur Internet. Et puis, vous aurez aussi le replay et le diaporama de ce webinaire. Avez-vous des résultats sur des couverts associés pérennes, luzerne, trèfle? Non, ce n'était pas l'objet du projet. On n'a pas abordé ces questions-là. Alors, si je comprends bien, on teste, c'était seulement une seule variété de blé et une seule variété de févrole. Baptiste? Non, il y a différentes variétés de blé au bon vouloir de ce que sème l'agriculteur dans son champ, hein, parce que globalement, c'est l'agriculteur qui nous a semé le blé dans les couverts en direct. Donc, il y a eu tout type de variétés, il y a même eu des mélanges avec zéro effet de la variété enfin, zéro corrélation entre l'effet de l'association et la variété. Donc, rien à voir de ce côté-là. Après, les variations entre parcelles peuvent s'expliquer potentiellement par les variétés et par les types de sols, bien évidemment. Mais non, différentes variétés et même des mélanges. Pour rebondir sur la partie légumineuse pérenne, on sait que c'est possible techniquement hein, de faire une rotation typée colza blé orge avec de la luzerne en dessous ou du trèfle en dessous, sachant que la luzerne c'est quand même plus dur à gérer en culture associée que des légumineuses annuelles type févrole, pois, oves qui sont capables déjà de geler en hiver. En tout cas, ce serait peut-être pas inintéressant de regarder de ce côté-là, parce que du coup, on dilue la partie surcoût du SMI qui est visualisée sur 3 ans, à minima. Mais on n'a pas de data pour cette partie-là, en tout cas. Si, une autre question. Les questions arrivent au fur et à mesure. Quelle est la plus-value de faire une association blé-plan de campagne par rapport à un simple décalage de la date de semis du blé pour éviter, par exemple, les vols de pucerons? C'est globalement ce qu'on cherchait à démontrer. Hein. C'est l'intérêt numéro 1. C'est que ta plante campagne, elle va apporter de la matière organique au sol que tu n'aurais pas simplement en décalant ta date de semis. Donc, dans une stratégie d'agriculture de conservation, ou plutôt basée sur le semis direct et la conservation de la fertilité des sols via l'apport de matière organique plus important, le couvert a un intérêt. Et en plus de ça, en fait, on aurait très bien pu mesurer des effets très importants. Du coup, en fait, on aurait eu un bien meilleur effet. Mais pour l'instant, en effet, si on se décale, à mon avis, décaler son semis en novembre a un effet à peu près équivalent à celui de mettre en place des associations, peut-être même supérieures. Mais ça reste à vérifier. Comme en colza, l'intérêt des plants de campagne ne semble pas être la lutte contre les insectes. Il y a d'autres intérêts. Alors en colza, c'est pas neutre non plus, mais c'est très difficilement quantifiable. Dans les données, on a quand même tendance à dire que le colza associé, en fait, les grosses altises vont se retrouver en face d'un couvert
qui peut leur poser problème pour se déplacer, pour arriver dans les parcelles. Et on peut avoir aussi un certain nombre de pontes qui se font dans les pieds de Févrole au lieu de se faire sur les pieds de colza. Et donc, on a une baisse potentielle, ce qui n'a jamais été démontré statistiquement, mais on suppose qu'il y a cet effet-là. Donc pourquoi pas le faire aussi sur toute autre culture? Et j'ai perdu la question. Mais C'était comme en colza, l'intérêt des plans de campagne ne semble pas être la lutte contre les insectes, il y aura d'autres intérêts. Oui, les intérêts, on peut les supposer aussi sur la partie éléments nutritifs. Donc, si on arrive à gérer correctement le couvert sans qu'il apporte de concurrence pour le blé, à faire potentiellement une double récolte, et si on se trouve dans des conditions relativement limitantes en éléments minéraux, on peut avoir un effet positif du couvert, je pense. Mais peut-être qu'il sera moins facilement démontrable que celui qu'on a en colza. Puis, donc, on a plus une remarque que votre association blé-févrole pourrait être intéressante pour des éleveurs à condition de récolter le couvert. Dans ce cas, la stratégie devient plus intéressante économiquement, mais à vérifier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Si on peut valoriser en plus la plante de campagne. Ce qui est top, c'est dans un système polyculteur élevage, la personne peut vraiment valoriser la partie protéine produite par la févrole, ce qu'on n'arrive pas tout le temps à faire en conventionnel, hein, parce que trouver des gens qui prennent vos graines de févrole, c'est pas forcément facile. Donc là, directement, si on a de l'élevage pour le valoriser, ça a un intérêt un peu plus important. C'était l'objet en fait du projet Progrès Live dont j'ai parlé un petit peu, en bio pour des polycultures élevage avec surtout un objectif sur la févrole, hein, c'était plutôt des associations de céréales dans la févrole et qui a démontré en fait un intérêt vraiment important avec toujours les difficultés soit de trier, mais qui pouvaient être résolues par de l'utilisation sur la ferme des mélanges pour l'alimentation des bovins et qui donnaient en fait des résultats tout à fait satisfaisants. Et c'est vrai qu'en Bretagne, Pays de la Loire, c'est une pratique hein, qui se développe fortement d'associer la févrole avec des céréales ou d'autres associations légumineuses céréales pour l'élevage. Voilà, apparemment les questions ont l'air de se stabiliser. Donc en tout cas, je remercie vraiment les participants pour leur attention. Je remercie les intervenants, les partenaires. Encore une question. Connaissez-vous le surcoût engendré par un second passage du semoir pour semer les légumineuses, plus diflufécan, passage plus coût produit, plus hormones, passage plus coût produit, comparé à un semi-mélange légumineux céréales? Alors, d'après ce que je comprends, ce qu'il veut savoir, c'est le semis direct du blé de la févrole. Enfin, comment dire? La févrole, on la semet avec un semoir très classique, donc on part du principe que c'est le même prix qu'un semoir, qu'un semis de blé. Donc, en gros, ce prix-là reste stable. Ce qui fluctue, c'est on rajoute un semis semi-direct dans le couvert. Donc ça, on estime ça, nous, dans le Cher, au sein de la FDG, là, à peu près 37 euros de l'hectare pour la partie juste faire passer le semoir, quoi. Après, économie, difluféniquant, un Fussbury fait habituellement à 0,6. Si tu le mets à demi-dose, tu divises le prix par 2, ça coûte à peu près 50 balles de l'hectare, donc tu économises 25 euros. Donc voilà. Donc tu rajoutes un SMI à 37 et t'enlèves un bout de DFF à 25, donc tu as un moins 10 euros de l'hectare à peu près. Donc c'est des sommes qui sont relativement négligeables, hein, parce que déjà en divisant la dose de glypho par 2, on retombe sur nos pattes très rapidement. Voilà, plus de questions. Bon, on va pouvoir conclure. Hein. Encore une fois, un grand merci pour votre attention à tous et puis un grand merci pour les interventions des partenaires et puis pour leur coopération au sein de ce projet. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et puis, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on va mettre en ligne d'ici une semaine ou deux les différentes productions du projet. Il y a une vidéo, il y a les différents rapports, il y a le replay là, du webinaire qui sera mis en ligne, le diaporama également. Et donc, vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet et on vous enverra le lien
d'ici une semaine ou deux. Merci beaucoup à tous et puis bonne journée.